La sécurité sociale, c'est le plus grand principe, le plus grand mécanisme de solidarité. Il faut savoir que la sécurité sociale a été créée en 1944, donc qui est une date très emblématique, puisqu'on est encore effectivement en période de guerre. Mais à ce moment-là, ça veut aussi dire qu'il y a une volonté politique de créer un système solidaire qui va assurer l'ensemble des travailleurs et leurs personnes aussi à charge durant toute leur vie, de leur naissance à la mort, à travers différentes branches qui sont effectivement les plus connues, le chômage, la pension, à l'époque les allocations familiales qui viennent d'en sortir, mais également les accidents de travail, maladies professionnelles, risques professionnels. Donc voilà, toute une série effectivement de risques qui sont assurés tout au long de la vie. Qui bénéficie de la sécurité sociale? L'ensemble de la population, tout le monde, à travers les soins de santé et le remboursement des soins de santé, c'est 99,9% de la population. La Sécu, c'est un système génial. Nous, on met une partie de notre salaire brut dans un pot commun. Les patrons versent aussi une autre partie de notre salaire dans ce pot commun. On appelle ça les cotisations sociales. Tu vois ce que c'est ou pas? Plus ou moins. Et puis l'État aussi met des sous dans le pot commun. Une partie de nos impôts, quoi. 71% du financement de la sécurité sociale proviennent des cotisations sociales, donc de nos salaires. À côté de ça, il y a 17% qui provient de ce qu'on appelle le financement alternatif. Donc en gros, le principe du financement alternatif, c'est que comme on octroie des réductions de cotisations sociales aux employeurs, eh bien, il fallait financer de manière alternative ces réductions de cotisations. Et donc 17% sont un financement alternatif qui est financé par une partie de la TVA, une partie des accises, mais aussi le précompte mobilier. Et puis il reste 12%, eh bien ça c'est la dotation de l'État. Donc l'État amène 12% du financement de la Sécu. Les cotisations patronales, aujourd'hui, en théorie, représentent une petite trentaine de pourcents donc de prélèvements sur le salaire de cotisation. Sauf que vous savez que le gouvernement a décidé de mettre en place un tax shift, donc qui va baisser ce taux de cotisation vers 25%. Et il y a des cotisations personnelles qui s'élèvent aux alentours de 13 et quelques pourcents. Mais d'une manière ou d'une autre, ces cotisations, qu'on les appelle patronales ou personnelles, restent toujours du salaire différé. Au lieu d'en bénéficier maintenant, ils en bénéficient au moment justement où ils en ont besoin, au moment où ils perdent leur emploi, au moment du chômage, au moment où ils tombent malades. Puisque dans d'autres systèmes, par exemple, citons les États-Unis, où quelque part le brut est égal au net, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de retenue pour financer un système de sécurité sociale comme ici. Voilà, les gens sont obligés, par leur travail et via des assurances privées, de s'assurer eux-mêmes, ce qui coûte beaucoup plus cher, ce qui est beaucoup moins efficace que chez nous. Ici, c'est via les cotisations, via le travail, via ce système généralisé que cette solidarité se fait. Et donc la solidarité s'organise parce qu'effectivement, ceux qui gagnent plus financent en partie pour ceux qui gagnent moins. Ça, c'est le système par excellence de redistribution des richesses solidaire organisé au niveau de la sécurité sociale. Résultat, on dispose tous d'une protection contre le chômage, les maladies, les accidents de la vie. C'est ça, la sécurité sociale. Ouais, mais il y en a qui profitent du système. Et moi, je veux pas payer pour eux. C'est quand même un peu l'arnaque, hein? Mais quelle arnaque! Comme assurance, la Sécu, y a pas mieux, y a pas plus juste. Les assurances privées à côté de ça, c'est du pipi de chat. Écoute, aujourd'hui, t'as un boulot, hein? T'es en bonne santé. Mais si tu le perds demain, ton job, ou que tu tombes malade, hein? Tu crois vraiment que ça n'arrive qu'aux autres? Je m'appelle Michel Audet, j'ai 57 ans. Mon métier est éducateur psychomotricien. J'ai une carrière de plus ou moins 30 ans dans ce domaine-là. Ça a été une carrière passionnante. Je dis ça a été parce que ma carrière est terminée maintenant, due à une maladie assez sévère qui s'appelle maniaco-dépression, qu'on dit bipolaire maintenant. Une maladie qui peut se déclencher par rapport à un événement,
Pour ma part, c'est à l'âge de 25 ans, lors d'un problème familial tragique. Et cette maniaco-dépression ne m'a plus quitté. Elle a été soignée par moments par des médications assez lourdes, qui continuent même si je suis dans une période de latence, mais aussi par des thérapies telles que les électrochocs. Sur une année, j'ai fait un peu le calcul de ce que prenait en charge la sécurité sociale, donc la mutuelle, et ce qui me revenait au niveau de la participation personnelle. 150 jours d'hospitalisation, une dépense globale de 70 000 euros, hein, et sur ces 70 000 euros, la mutuelle a pris en charge 69 000 euros, donc ce qui est vachement important au niveau de cette sécurité sociale. Est-ce que ça veut dire que sans sécurité sociale, vous n'auriez jamais pu vous soigner ? Je pense que ce n'est pas possible de payer l'entièreté des frais, parce que si je reviens à mes 70 000 euros de départ, avec 900 euros par mois, aucune banque ne me fera un prêt, aucune. Donc je suis dans la merde et je suis dans la rue. Il n'y a aucune solution à ça. Est-ce que la sécurité sociale est un rôle d'assisté ? C'est quoi un rôle d'assisté ? Est-ce qu'en fait la société est autre chose qu'un rôle d'assisté ? Est-ce que les entreprises en fait ne sont pas les premiers assistés du système économique dans lequel on vit ? Est-ce qu'à un moment donné, être malade, être pensionné, être privé d'emploi, c'est être assisté ? Non, c'est être victime d'un accident de la vie, et la sécurité sociale a été construite pour répondre collectivement à ces situations et à ces accidents de la vie. Donc c'est sûrement pas un rôle d'assisté, c'est au contraire, je le répète, une avancée civilisatrice qui permet à ceux qu'on désigne comme des assistés d'exercer en fait une citoyenneté et de rester à un moment donné dans un système de dignité par rapport en fait à l'ensemble de la société pour continuer à assurer leurs droits et pour continuer à simplement vivre libre. On nous répète en boucle qu'il y a un trou dans la sécurité sociale, un déficit. Il est de combien ce trou ? Alors, le problème, c'est que le déficit qui était prévu était d'environ 260 millions d'euros, mais les décisions du gouvernement actuel ont triplé ce déficit. Et donc, on passerait à environ 800 millions d'euros sur une année. Sur 2 années, c'est près de 2 milliards de déficit. Mais l'élément à retenir, c'est que, par rapport aux prévisions initiales, suite aux décisions de ce gouvernement, le déficit sera triplé. Quel est le problème et pourquoi y a-t-il un trou ? Le problème, c'est parce qu'on se prive de plus en plus d'une série de recettes, et notamment les cotisations dont je parlais tout à l'heure. Donc ces cotisations qui sont en fait une part de notre salaire qu'on consacre à ça, mais qu'on a plus en plus fait croire qu'elles étaient une charge, et dont on exonère de plus en plus les employeurs. Ce ne sont pas trop de dépenses, ce n'est pas des pensions trop élevées, loin de là, ce n'est pas la maladie qui a explosé. C'est un manque de recettes, et c'est suite à des décisions de ce gouvernement. Et notamment, la décision principale, c'est le fameux tax shift du gouvernement. Le tax shift, le principe, c'était qu'on octroyait des réductions de cotisations, surtout aux gros employeurs, mais les cotisations, c'est ce qui finance la Sécu. Donc il fallait le compenser. Et la compensation, c'était augmenter la TVA. On a vu que les factures d'électricité ont augmenté parce que la TVA a augmenté les accises, et ça devait créer des emplois. Pas de chance, le tax shift... Les recettes en TVA, les recettes en accises et compagnie sont moindres que ce qu'ils avaient prévu, et ça ne crée pas d'emploi. C'est Paul de Grauwe, qui est un économiste de droite, qui le dit, ça ne crée pas d'emploi. Clairement, en n'alimentant pas suffisamment les caisses de sécurité sociale, en n'alimentant pas ce qui permet de redistribuer les richesses, pour moi c'est un détournement de fonds qui retournera effectivement vers le privé, vers des actionnaires, mais pas vers les travailleurs qui en ont besoin. Les employeurs affirment pourtant que les réductions de cotisations sociales leur permettent de créer de l'emploi. Oui, on le voit bien au niveau du chiffre du chômage, en fait, les emplois qui sont créés, c'est absolument hallucinant, c'est une mystification totale. Ce ne sont pas les réductions de cotisations sociales qui créent de l'emploi. Ce qui crée de l'emploi, c'est éprouvé par un certain nombre d'économistes, c'est la réduction collective du temps de travail. D'abord, tendance historique, en fait, on travaille grosso modo la moitié du temps plein en fait, du siècle passé. Premier élément en fait, de création d'emploi, réduction du temps de travail. Deuxième élément qui crée de l'emploi, ce sont tous les investissements publics et l'emploi public. Hors de ça, point de salut. Moi, je vais te dire où elle est, l'arnaque. Aujourd'hui, certains patrons ne veulent plus jouer le jeu. Ce qu'ils veulent, c'est se garder une partie du pot commun. Soi-disant pour créer de l'emploi. Ah, tu parles, Charles. Chaque année, ça fait 10 milliards en moins pour la Sécu. Et ça, c'est un trou.
Touche pas au Grisby. Salope. Ce gouvernement est le gouvernement qui est le meilleur rempart pour éviter le démantèlement de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que la création d'emplois que nous sommes en train de réussir, c'est le meilleur ciment et la meilleure garantie de financer nos protections sociales, de financer la solidarité, de financer des pensions aujourd'hui, mais aussi demain pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Alors moi, j'assume pleinement la responsabilité. C'est drôle, j'ai envie de dire que Charles Michel est un libéral. Les libéraux, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, pour paraphraser Audiard. Les libéraux, en fait, en Belgique, au cours des 10 dernières années, n'ont cessé de mentir sur un certain nombre de sujets. Je pense que c'est un exemple de mensonge supplémentaire. Il y a un nouveau projet de loi sur le financement de la sécurité sociale qui vient de rentrer en application et donc qui ne garantit plus du tout, en tout cas, et qui met vraiment à mal le financement de la sécurité sociale, qui va par exemple faire en sorte que le financement va dépendre de la situation économique, de la situation, voilà, de choses qui ne relèvent pas du tout, en tout cas, de la responsabilité ni des travailleurs, parce que c'est quand même notre bien, nous, la sécurité sociale. Et puis, autre attaque, évidemment, c'est au niveau des dépenses, puisque le gouvernement Michel, c'est plus de 3 milliards d'économies sur les soins de santé sur la durée de la législature, donc c'est plus de 10% du budget, hein, donc si on regarde bien et si on compare bien, c'est effectivement une mise à mal par rapport aux malades, puisque c'est une politique d'activation des malades. C'est une exclusion des chômeurs en allocation d'insertion. En termes de pension, même chose. L'impact des réformes prises dernièrement sur la Sécu, notamment sur les pensions, fait que, alors que nous avons déjà un pensionné sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, les réformes prises feront qu'on va augmenter ce nombre de pensionnés pauvres et donc passer peut-être à 1 sur 4, avec énormément de femmes qui seront concernées. C'est une attaque contre les régimes de chômage à temps partiel, ce qu'on appelle l'allocation de garantie de revenus pour les femmes. Enfin voilà, je pourrais continuer un très long chapelet, effectivement, des attaques du gouvernement par rapport à la sécurité sociale, que ce soit au niveau des recettes et au niveau des dépenses. Je vais prendre 3-4 exemples. Une hausse du coût de certains médicaments. Certains médicaments ont augmenté et sont plus chers pour le patient. Une hausse du ticket modérateur d'un certain nombre de consultations chez les spécialistes. Une difficulté aujourd'hui pour les hôpitaux d'assurer des soins de santé de qualité parce que sous-financés. Et donc ça, c'est un effet que je qualifierais d'indirect, mais ô combien important que celui de la qualité des soins de santé. Voilà quelques exemples qui démontrent que ces politiques nous amènent à... Ce sous-financement nous amène effectivement à une moindre qualité des soins de santé, mais aussi une contribution plus importante du patient. La sécurité sociale permettait de réduire les inégalités. Avec ces réformes, le gouvernement est en train de recreuser les inégalités et on retourne vers des taux de pauvreté qu'on n'a pas connus depuis des dizaines d'années et qu'on pensait derrière nous. Malheureusement, c'est ça les conséquences concrètes pour les citoyens de demain. La solidarité, ils s'en foutent. Si on les laisse faire, ils vont tout privatiser et tout casser. Ah bon? Mais pourquoi? Bah, pour mieux te vendre des assurances privées, hein, mon enfant. Un des objectifs d'un gouvernement libéral, c'est de permettre aux actionnaires de s'en mettre plein la poche et donc de privatiser cette sécu. Actuellement, la Sécu est immunisée des marchés financiers. Ici, ils veulent placer le loup dans la bergerie et permettre aux actionnaires privés de faire de l'argent, faire des profits, plutôt que de redistribuer la richesse vers les travailleurs, vers ce qui leur revient, puisqu'on finance la Sécu via le salaire. Quand on aura un système qui ne sera plus suffisamment financé, quand on aura peut-être même d'ailleurs tellement réduit le niveau des dépenses que ce sera effectivement compliqué de continuer, en tout cas, à se soigner via ce système solidaire et public, eh bien, ça incitera effectivement la population, les travailleurs, à prendre des assurances privées. Et donc, c'est vraiment sans doute le scénario qui se trouve le plus derrière cette volonté, c'est de privatiser des pans entiers de la sécurité sociale. Si je me retrouvais face aux personnes qui, au gouvernement, aujourd'hui, prônent la libéralisation et la privatisation de la sécurité sociale, si je devais être vraiment sincère par rapport à l'enjeu qui m'est propre, je serais quasiment en mesure de pouvoir lui dire, écoute, tu es une menace pour ma famille. Tu es une véritable menace. Tu me menaces, moi, physiquement, via les soins que je risque de ne plus pouvoir donner à ma fille. On nous met un pistolet sur la tempe au nom du marché, au nom de valeurs économiques. La sécurité sociale, pour moi, c'est vraiment un fondement démocratique et sociétal essentiel
parce que finalement, l'inverse de la sécurité sociale, c'est l'insécurité sociale. Et que les sociétés les plus inégalitaires et les moins basées sur la solidarité sont certainement les sociétés les plus violentes. Et donc la question, effectivement, c'est de savoir dans quelle société on veut vivre. Et donc moi, je ne veux pas vivre, et je ne veux pas voir mes enfants grandir, et je ne veux pas voir les autres vivre non plus dans des sociétés inégalitaires et violentes. Quand on met en cause la sécurité sociale, c'est bien la démocratie en fait qu'on s'apprête à mettre en cause. Et je pense qu'on a vécu au cours des 30 dernières années un climat, une espèce de bain idéologique dans lequel on nous a préparé à un certain nombre de restrictions en fait, de l'intervention de la sécurité sociale dans la société. Et que le grand danger demain, c'est que cet état d'esprit prépare en fait un recul de la démocratie et un abandon de la démocratie. Et un certain nombre de signes sont là pour le montrer. C'est la faute de l'immigré, c'est la faute du réfugié, c'est la faute du travailleur de l'Est, c'est la faute pour les travailleurs des chômeurs, et c'est la faute, finalement, on monte les gens les uns contre les autres. Et la sécurité sociale, c'est juste l'inverse de cela. C'est la protection de tout le monde, c'est l'inclusion de tout le monde, quel que soit son statut, qu'il soit enseignant, qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, qu'il soit indépendant, et voire même l'ensemble de la classe des indépendants qui sont aussi confrontés à de grandes difficultés aujourd'hui, mais qu'on soit aussi plus aisé dans la société, c'est tout le monde qui est finalement dans la même aventure, à savoir une aventure collective qui vise à protéger tout le monde. Quand on a l'amour de l'autre, finalement, le goût de l'autre, c'est cela qui fait toute la différence dans une société. C'est la sécurité sociale, c'est l'amour de l'autre, c'est le goût de l'autre, c'est la protection de l'autre, c'est ne pas supporter que l'autre soit en difficulté sans qu'on ne puisse agir pour l'aider. En Belgique, l'État est derrière nous. Donc en fait, on n'est pas seul du tout. Et ça, c'est incroyable. Être malade, quelle que soit la gravité de la maladie, savoir qu'il y a un État qui est derrière, protecteur, c'est comme si toute la société était derrière. C'est tous les gens, tous ceux qui vont travailler, tous ceux qui vont tirer la gueule le matin, ben, on a envie de leur sourire parce que c'est grâce à vous, quoi. Donc c'est nous, la collectivité, ben, on fait en sorte qu'on n'est jamais seul. Ben, c'est finalement ce à quoi nos prédécesseurs, en tout cas ceux qui ont pensé la sécurité sociale, voulaient arriver. Je crois qu'ils ont réussi et c'est une victoire extraordinaire de faire en sorte qu'il y ait un projet de société qui soit au-dessus de nos destins. Les créateurs ont mis en place le moyen de ne plus subir les hasards de la vie. Voilà, c'était ça, tout simplement. Le hasard te tombe dessus, il peut te faire plonger, il peut te faire plonger très bas, il peut te tuer, clairement, et la sécu, elle est là pour faire en sorte que, bah non, ça va pas se passer aussi facilement, et tu vas pouvoir t'en sortir, t'as une chance. T'as un filet, t'en as plusieurs, t'as un énorme filet qui ne cède pas. Voilà. La Sécu, c'est notre ange gardien. Solidaire, efficace, financé par tous pour tous. Un pour tous, tous pour un. Pas touche à la sécurité sociale.